Bien, bien. Alors, comme d'habitude, c'est-à-dire quand vous allez ouvrir votre logiciel PV System, hein, vous allez voir cette fenêtre, hein. Sur cette fenêtre, bien sûr, vous avez les différents types d'installations, hein. Vous pouvez avoir, c'est-à-dire, comment dirais-je, couplage au réseau, d'accord? Vous avez, pardon, vous avez également isolé avec batterie, c'est-à-dire le site off-grid, et vous avez le pompage solaire. D'accord? Donc, nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire on va prendre un exemple, c'est-à-dire pour une installation on-grid, comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire avec ce logiciel, comment est-ce qu'on peut déterminer l'irradiation, comment est-ce qu'on peut déterminer le nombre de panneaux, etc. Donc, bien sûr, quand vous allez ouvrir, hein, on a déjà vu ça, mais je vais répéter parce que ça fait du bien. Donc, quand vous allez ouvrir votre, c'est-à-dire logiciel, vous avez choisi, c'est-à-dire long grid, il faut aller directement sur, vous allez tomber sur cette page, et cette page, elle contient bien sûr trois fenêtres. Vous avez une première fenêtre où vous avez le nom du projet, le fichier météo. Dans la deuxième fenêtre, ici, on vous donne, c'est-à-dire les messages, les différents messages qui vous permettent, c'est-à-dire de voir est-ce que vous avez accompli toutes les conditions de la première fenêtre avant de passer à l'autre fenêtre. Donc, il faut toujours lire ce qu'il y a sur ce message. Ensuite, vous avez la troisième fenêtre, c'est pour la configuration de votre système, c'est-à-dire l'orientation, le système, d'accord, et puis comment bien sûr télécharger votre, comment dirais-je, votre rapport. Alors, la première des choses que vous faites, bien sûr, vous faites nouveau, hein, un nouveau projet. Donc, vous allez choisir un nouveau projet, hein. Donc, vous allez donner un nom, hein, à ce projet, hein. Donc, je vais prendre, par exemple, je mets un nom. Donc, je vais prendre mon nom, par exemple, pour faire un exemple. Voilà. Donc ici, une fois que j'ai choisi le nom du projet, il faut que je choisisse le site où je vais implanter, d'accord, mon installation. Pour choisir le site où je vais implanter mon installation, je vais venir ici, d'accord, sur la croix en vert que vous avez ici. Vous pouvez également aller sur Fichier, mais là, c'est plus simple. Donc, vous allez sur cette croix, vous sélectionnez cette croix et automatiquement, vous allez aboutir à, c'est-à-dire à la carte mondiale, d'accord, de toutes les régions, hein, qui se trouvent. Alors, bien sûr, je vais prendre ici, je vais prendre par exemple, je vais mettre le Maroc, je suis au Maroc, donc je mets Maroc, d'accord, voilà, je mets chercher, hein, donc il va automatiquement m'emmener, c'est-à-dire à la carte, c'est-à-dire à la zone du Maroc, d'accord? Ici, je suis au Maroc. Alors, bien sûr, je vais choisir une région, hein. Donc, je vais prendre, par exemple, la région où nous avons le plus de soleil, où il y a, par exemple, des installations photovoltaïques. Donc, je vais mettre Ouarzazate, par exemple. Donc, je mets Ouarzazate, d'accord? Hein, c'est la façon de travailler. Donc, je vous montre comment faire. Donc, je prends Ouarzazate. Donc, il va m'emmener directement à Ouarzazate. Voilà. Je suis à Ouarzazate. Vous voyez ici, donc il m'a emmené, je suis toujours au Maroc, mais à Ouarzazate. Alors, bien sûr, pour chacun de vous, vous devez sélectionner, c'est-à-dire c'est-à-dire le pays, hein, où vous résidez. Une fois que vous atteignez votre pays, vous allez sélectionner, bien sûr, vous allez déterminer la région exacte où vous allez implanter votre, c'est-à-dire votre installation photovoltaïque. Il va vous emmener directement à cette région. Alors voilà, moi, c'est le point noir ici, je suis à Ouarzazate. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit valider le point sélectionné, hein. Donc, je vais valider ce point que j'ai choisi, je vais le valider. Alors, je fais valider. Une fois que je valide, c'est-à-dire le point sélectionné, il me dit directement, il me donne la latitude, c'est-à-dire de la région où je me trouve. Il me donne, est-ce que je suis, par exemple, ici, il me donne, je suis dans l'hémisphère nord, hein, c'est-à-dire je suis au nord, ça veut dire que je vais m'orienter vers le sud, hein, puisque j'ai un plus, quand vous avez un plus ici, hein, si vous aviez un moins, à ce moment-là, vous aurez, c'est-à-dire vous allez être dans, c'est-à-dire l'est.
Maintenant, je suis dans le nord, ça veut dire que je vais m'orienter, d'accord, en hémisphère sud. Alors, cette latitude, elle est très importante parce qu'elle représente à peu près l'orientation de vos panneaux. Hein. La latitude représente environ, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'orientation, c'est-à-dire, par exemple, l'inclinaison de vos panneaux. C'est-à-dire que vous allez incliner vos panneaux à un angle de 30 degrés. Alors, une fois que je détermine cette latitude, j'ai la longitude, j'ai latitude, d'accord, ce qui m'intéresse, moi, c'est la latitude, c'est ça ce qui m'intéresse le plus. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Je dois lire toujours le message en rouge. Il me dit, veuillez importer les données météo. Alors, pour importer les données météo, j'ai ici importation de données. Je peux les importer, par exemple, de la station météo norme, de la NASA, par exemple, ou de PVGIS. Donc, j'ai le choix entre ces trois, c'est-à-dire zones, ces trois, comment dirais-je, météo. Donc, je vais choisir météo norme et je vais faire importer les données météo. Je mets importer. Ça prend un peu de temps, il faut être patient. Voilà, donc ici, il me donne hein, l'irradiation globale. C'est ce que vous avez ici. Ça, c'est l'irradiation globale horizontale. C'est ce qui m'intéresse le plus. D'accord? Cette irradiation ici, vous pouvez la voir, regardez ici, voilà l'unité d'irradiation, vous pouvez la voir en kilowattheures par mètre carré par jour, kilowattheures par mètre carré par mois. Par exemple, ici, j'ai des kilowattheures par mètre carré par mois. D'accord? Alors, pour les différents calculs que je vais effectuer, j'ai besoin de l'irradiation en mètres carrés par jour. D'accord? Donc, je vais ici cocher, c'est-à-dire le kilowattheure par mètre carré par jour. Je coche ici. Voilà, Hour ZZ, j'ai une moyenne de 6,15 kilowattheures par mètre carré par jour. Ah, ça, c'est l'irradiation dont je dispose. D'accord? Elle est de 6,15 kilowattheures par jour. Donc, je peux regarder au niveau, c'est-à-dire surtout quand je veux faire le pompage solaire, je suis, par exemple, je suis en train c'est-à-dire je veux irriguer ou bien faire une récolte, par exemple, qui va, par exemple, j'ai besoin des mois de mars, avril, mai, donc je vais essayer de choisir de travailler avec ces irradiations les plus élevées, si voilà. Donc, sinon, bon, je prends la moyenne de tout ça, comme ça, je vais faire une inclinaison et une orientation et un calcul avec la moyenne de l'année. Donc, ici, les radiations horizontales, elle est de 6,15. J'ai besoin de la température parce qu'avec cette température, vous allez pouvoir calculer, c'est-à-dire la température de votre cellule, vous allez pouvoir calculer le VOC, d'accord? Donc, tout ça, c'est important. Vous pouvez voir le minimum de température annuelle. Par exemple, à Roxazet, en janvier, je suis à 8,9 degrés. C'est la température minimale, d'accord? Elle est en janvier. Hein, ça veut dire que si je veux calculer le VOC à température minimale, je peux le calculer, par exemple, à une température de 5 degrés, d'accord, minimale, parce que j'ai une température de 8,9 comme température, c'est-à-dire supérieure à 5 degrés. Et le maximum que j'ai, il est de 31,8 degrés. Ça veut dire que quand je vais calculer la température de ma cellule, je peux prendre cette température, je peux prendre par exemple une température de 32 degrés ambiante avec laquelle je vais déterminer, d'accord, la température hein, de ma cellule. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire déterminer, si vous voulez, l'irradiation de la région où vous allez implanter vos panneaux et comment est-ce que vous allez déterminer, c'est-à-dire la température minimale et maximale pour, comment dirais-je, calculer le VOC et calculer la température de la cellule. Alors, bien sûr, une fois que je détermine tout ça, hein, j'ai déterminé tout ça, je vais sauvegarder. Attention, ici, on vous dit par exemple, l'irradiation globale horizontale, elle est variable d'une année à l'autre de 3,3%. C'est-à-dire que chaque année, vous allez avoir une augmentation de 3,3% sur l'irradiation. Donc, il faut toujours ouvrir le système, le PV6, d'accord, pour voir l'irradiation hein, au moment où vous allez implanter vos panneaux.
Alors, bien sûr, une fois que j'ai trouvé tout ça, donc je vais mettre OK. Donc, je viens ici, je mets OK, d'accord, je suis d'accord pour ce qu'il y a ici. Je vais mettre sauvegarder. Donc, il va sauvegarder ce que j'ai trouvé, d'accord? Il va sauvegarder tout ce que j'ai trouvé. Je mets encore OK. Donc, oui, donc un fichier météo horaire a été aussi généré. Voulez-vous le sauver? Oui, bien sûr, je veux le sauver. Voilà, sauver. D'accord? Donc, je fais sauver tout ça. Et là, j'arrive. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit fichier météo. Il est sélectionné. D'accord? Il me dit Workzazat, etc., etc. Veuillez sauver le projet. Hein, donc, il me demande encore de sauver le projet. D'accord? Donc, je vais venir ici. Hein, et je mets sauver le projet. OK, c'est bon. Voilà, donc j'ai un message qui est en rouge, complètement en rouge. Ça veut dire que je peux passer de cette fenêtre à l'autre fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans cette fenêtre? Ici, vous voyez, donc j'ai le nom, c'est-à-dire du projet. J'ai la ville de Ouarzazate. J'ai ici, bien sûr, ce que j'ai, voilà, la station météonome 7, etc. Donc, ici, j'ai pratiquement les données nécessaires concernant, c'est-à-dire l'emplacement de mes panneaux. Alors ensuite, bien sûr, il me dit, voilà, veuillez choisir l'orientation du plan. Je vais venir directement ici, hein, vous voyez ici, hein, c'est-à-dire que je vais passer de cette fenêtre à cette fenêtre, hein, puisque j'ai un message complètement en rouge. Si vous avez un message qui n'est pas complètement en rouge, ça veut dire que vous n'avez pas terminé la configuration de la première fenêtre. Alors ici, je vais venir orientation. Je vais également sélectionner cette orientation. Alors, sur cette orientation, pardon. Alors, dans cette orientation, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai l'inclinaison de mon panneau. Alors, pour l'inclinaison du panneau, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ici, plan incliné, est-ce que vous voulez faire un plan incliné qui est fixe de toute l'année? Ou bien est-ce que vous voulez faire, par exemple, un ajustement saisonnier, hein? C'est-à-dire l'été, l'hiver. Donc, il vous donne ici un peu le, comment dirais-je, si vous avez, par exemple, une orientation réglable, c'est-à-dire une inclinaison réglable, il vous donne, par exemple, l'angle de 20 degrés en été et l'angle de 50 degrés en hiver. D'accord? Donc, sinon, on va garder, nous, ce que nous allons faire, nous allons prendre, c'est-à-dire une orientation fixe. D'accord? Nous allons prendre une orientation fixe. Voilà, on va prendre plan d'orientation fixe. D'accord? Et nous allons voir quelle est, c'est-à-dire l'inclinaison, hein, que nous allons mettre avec notre, comment dirais-je, de notre panneau. Alors, tout à l'heure, on avait trouvé une latitude, d'accord, de 30 degrés. Hein. Ici, il me donne une inclinaison de 20 degrés. Seulement, vous devez venir voir ici, vous avez les pertes par rapport à l'optimum. Donc, normalement, ces pertes qui se trouvent ici, vous devez les mettre à zéro. D'accord? Hein? Donc, pour les mettre à zéro, vous allez orienter, d'accord? Vous allez incliner davantage, par exemple, votre panneau. Quand vous inclinez, vous regardez ici. Donc, je baisse, c'est-à-dire ces pertes. Donc, je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive à 0. Voilà, moins 0,2, 0. À 0, voilà, je suis à 31 degrés. Tout à l'heure, on avait trouvé 30,9. Donc, vous voyez que la latitude correspond à peu près à l'angle d'inclinaison de mes panneaux. D'accord? Et si vous voyez ici, ça, c'est la trajectoire du soleil. Donc, vous voyez ce point. Vous êtes au milieu, voilà, à 30 degrés, c'est-à-dire là où vous avez le maximum, d'accord, une irradiation maximale, puisque vous êtes au milieu. Ici, si vous êtes, par exemple, à ce niveau-là, ou bien si vous êtes à ce niveau-là, vous avez beaucoup de pertes. Et même pour l'orientation, donc on a trouvé tout à l'heure qu'on était en hémisphère nord, ça veut dire qu'on va s'orienter, d'accord, au sud, azimut 0, c'est l'orientation sud. Et vous voyez ici le point qui se trouve, donc je suis à 0, ça veut dire que mon orientation, elle est bonne. Donc voilà un peu comment, c'est-à-dire vous allez définir un peu votre orientation, c'est-à-dire comment vous allez définir votre inclinaison, etc. D'accord? Alors, une fois que vous avez déterminé l'inclinaison, vous allez venir ici, d'accord, et vous allez mettre OK. Alors maintenant, il me dit, veuillez définir le système. C'est-à-dire que voilà, l'orientation, elle est devenue verte. Ça veut dire que j'ai bien défini mon orientation. Je vais partir au système.
Alors, sur le système, regardez ici, sur la première fenêtre, voilà, c'est un champ photovoltaïque. On a pris un plan incliné fixe. L'inclinaison, elle est de 31 degrés. L'azimut, il est de 0 degré, d'accord? Donc, il me donne ici pratiquement les données nécessaires c'est-à-dire qui vont me permettre de continuer mon installation. Alors, bien sûr, je dois choisir une puissance en kilowatts crête. Hein? Si, par exemple, je sais pas, j'ai une puissance de 20 kilowatts crête, par exemple, donc nous allons prendre une puissance de 20 kilowatts crête et voir qu'est-ce que ça veut dire, combien de panneaux je vais devoir utiliser. Bien sûr, cette puissance, vous allez la déterminer auparavant. Hein? Vous avez votre énergie et en fonction de votre énergie, vous pouvez déterminer votre puissance. Alors, la puissance, bien sûr, comment dirais-je, l'énergie, normalement, c'est la puissance multipliée par le temps. Et comme on a une irradiation de 6,1 kWh par mètre carré, c'est la même chose que si on a un ensoleillement de la journée qui est à peu près de 6 heures. Ça veut dire pour définir votre puissance crête, vous allez prendre votre énergie totale, vous allez le diviser par 6,1 et vous allez trouver votre puissance crête totale. Donc ici, nous allons partir sur 20 kW. D'accord, on va prendre 20 kW. Voilà, nous allons prendre 20 kW crête. D'accord. Avec ça, on va, c'est-à-dire faire le dimensionnement de notre installation. Vous pouvez également prendre la surface si vous voulez. Si vous n'avez pas, vous voulez tout simplement en fonction de votre surface disponible. Hein, vous voulez choisir un certain nombre de panneaux, par exemple, en fonction de la surface disponible ou bien en fonction de la puissance dont vous avez besoin. Alors, vous allez venir ici, on vous demande, voilà, sélectionner, hein, d'accord, sélection du module, hein, c'est-à-dire quel type de module avec lequel vous allez travailler. Hein. Vous allez, par exemple, prendre ici, soit que vous allez prendre, par exemple, les panneaux disponibles, ou bien vous voulez, par exemple, les panneaux depuis 2006, c'est-à-dire 2010, vous voulez les panneaux, par exemple, de l'année 2018, etc. Donc, vous allez choisir, ou bien vous allez prendre tout simplement les panneaux qui sont disponibles. D'accord? Donc, on va prendre des panneaux disponibles. Ici, vous avez les marques. Hein? Vous avez AE Solar, vous avez Aid Solar, Alios Solar. Donc, vous allez choisir quelle est la marque du panneau avec laquelle vous voulez travailler. Hein? Parce que vous allez voir, par exemple, votre fournisseur, il a quelle marque de panneau et vous allez choisir la marque du panneau de votre fournisseur, d'accord? Et vous allez sélectionner le panneau avec ça. Donc, nous allons garder AEO Solaire, d'accord? On va garder AEO, donc attendez, je vais garder, par exemple, je vais mettre Aide Solar, voilà. Alors, avec Aide Solar, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne ici les puissances disponibles. Alors, j'ouvre ici. Vous voyez, vous avez plusieurs puissances disponibles sur Aide Solar. Ça va jusqu'à 230, 235, 240, 250, c'est-à-dire un maximum de 300 watts. D'accord? Voilà, 300 watts. C'est un panneau monocristallin. D'accord? Donc, il est disponible depuis 2011. Donc, vous pouvez prendre ce panneau. Par exemple, nous allons faire un essai. On va prendre un panneau de 300 watts. Alors, ce panneau de 300 watts, si vous venez ici, vous mettez ouvrir, vous allez avoir toutes les caractéristiques de votre panneau. D'accord? Voilà, panneau 300 watts. C'est un monocristallin, les spécifications. Donc, ça, c'est-à-dire l'irradiation de référence 1000 watts par mètre carré, le courant de court-circuit 8,69, la puissance max, c'est-à-dire l'IMPP 8,09, le coefficient de température, hein, d'accord, ici pour l'ampère en milliampères, hein, milliampères par degré. Alors, ce qui nous intéresse, nous, la température de référence, le VOC, le VMP, on va venir ici, d'accord? On va venir ici, voilà. On va venir ici, voilà. Le coefficient de température pour, c'est-à-dire, comment dirais-je, pour la puissance. La puissance max, il est de moins 0,42%. D'accord? C'est ça pour la puissance. On va voir également, attendez, normalement, on doit tout trouver ici. Alors, l'efficacité, il a un rendement de 17,57%. C'est ça le rendement de votre panneau. Voilà le coefficient de température c'est-à-dire, comment dirais-je, la tension, il est de moins 0,41% par degré. Donc, ça veut dire que vous pouvez, avec ces coefficients, faire le calcul pour déterminer un peu
c'est-à-dire, comment dirais-je, le VOC à température minimale, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre important? De toute façon, vous avez ici pratiquement toutes les données de votre, comment dirais-je, de votre panneau. Il vous donne ici, par exemple, dimension et technologie. Donc, voilà les dimensions de votre panneau. Si toutefois vous voulez définir la surface nécessaire pour implanter vos panneaux, il vous donne le nombre de cellules, d'accord? Le nombre de cellules total, 72. La surface, c'est-à-dire des cellules, 1,7 mètre carré, le total. Donc, on vous donne un peu de tout. Donc, voilà, ça, c'est pour, si vous voulez, voir un peu le panneau que vous avez choisi, quelles sont les références de ce panneau. Alors, une fois que nous avons choisi notre panneau, d'accord, on va venir, c'est-à-dire, alors ici, on a choisi notre panneau. Il nous dit ici, voilà, c'est-à-dire les dimensions de la tension à 60, VOC à 60 degrés. Hein, il est de 31,1 volts. À moins 10 degrés, c'est-à-dire à température minimale, il est de 50,8 volts. Donc, vous pouvez toujours travailler à moins 10 degrés. Sinon, vous faites le calcul, par exemple, à 5 degrés ou à la température que vous voulez. Alors, une fois que nous avons déterminé la nature du panneau, nous allons déterminer également l'onduleur. Alors ici, bien sûr, on va prendre l'onduleur disponible. Vous pouvez choisir les onduleurs par année si vous voulez. Sinon, on va prendre l'onduleur disponible. Donc, vous avez ABB, vous avez AOG, vous avez plusieurs types de marques d'onduleurs. Donc, nous allons prendre ABB, par exemple, comme onduleur. Alors, il nous donne ici la tension, c'est-à-dire la puissance. On a besoin d'un onduleur de 1,2 kW. C'est ça l'onduleur qu'il nous propose. Alors, avec un nombre d'onduleurs de 14. C'est trop pour nous, donc on va choisir un onduleur, puisque j'ai ici 20 kW. Je vais prendre un onduleur, c'est-à-dire qui va faire une puissance de 20 kW minimum, d'accord? Sinon plus, donc je vais prendre un onduleur, voilà, je prends un onduleur de 20 kW, et avec un onduleur de 20 kW, et avec le nombre d'entrées MPPT de 2, c'est-à-dire qu'il a 2 trackers, hein, il a, c'est-à-dire, je peux regarder également ici la référence, les différentes caractéristiques de mon onduleur, mais voilà, un onduleur, c'est-à-dire ABB, qui est de 20 kW avec 2 entrées MPPT. D'accord? Alors, la plage de tension, elle est entre 200 et 950. La tension maximale, elle est de 1000 volts. Donc, la puissance de l'onduleur, 20 kW crête. Donc, avec cet onduleur et avec ce nombre de panneaux, il me donne le résultat. Voilà le résultat qu'il me donne. Il me dit qu'il me faut 17 panneaux en série, 17 modules que je vais mettre en série. D'accord? Avec un maximum de 19 et un minimum de 7. Donc, il me propose 17. Le nombre de chaînes, il me dit il faut prendre 4 chaînes. D'accord? Alors, ici, les pertes, je n'ai aucune perte, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, le nombre de modules va être de 68 modules. Voilà le nombre de modules que je dois utiliser, 68 modules de 300 watts. Et il me dit qu'il me faut une surface de 132 mètres carrés. Alors, bien sûr, ici, je n'ai aucun message. Si je n'ai aucun message, ça veut dire que la sélection, elle est bonne. Hein? Si la sélection, elle n'est pas bonne à 100%, il va vous mettre ici, par exemple, un message. Veuillez augmenter la puissance de votre onduleur, veuillez augmenter. Il va vous donner les indications nécessaires pour réajuster. Ici, je n'ai aucun message, donc c'est bon. D'accord? Alors ici, vous allez trouver le résumé. Voilà, vous avez le nombre de modules 68, la surface 132 mètres carrés, le nombre d'onduleurs, un onduleur, la puissance photovoltaïque nominale 20,4 kW crête, la puissance maximale 20,3, la puissance de sortie AC elle est de 20 kW et le rapport, c'est-à-dire presque la puissance d'entrée sur la puissance de sortie, j'ai un rendement qui est vraiment très très bien. D'accord? Alors une fois que bien sûr, c'est-à-dire, j'ai déterminé tout ça, d'accord? Je n'ai plus qu'à faire OK, d'accord? Je mets OK, voilà. Il me dit lancer la simulation. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai pratiquement déterminé l'orientation, le système, les pertes. Maintenant, il me dit de lancer la simulation. Hein? Ici, c'est marqué en vert, prêt pour simulation. Alors, je vais lancer la simulation.
il me sort le rapport complet. D'accord? Ce rapport, bien sûr, vous pouvez le télécharger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, je vais mettre ici rapport. Voilà le rapport que vous pouvez utiliser, donner à quelqu'un. C'est-à-dire, dans ce rapport, vous allez trouver. Alors, attendez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à peu près dans ce rapport. Donc, on va augmenter un peu ici. Alors, regardez ici, vous avez la latitude 30,92, longitude. Vous avez ici, pardon, vous avez ici, voilà, on vous donne, c'est-à-dire, comment dirais-je, voilà le nombre de modules, vous avez 68, voilà la puissance, on vous donne tout, hein, tout ce que vous voulez, on vous le donne ici. Vous allez tout trouver. Voilà le ratio de performance, il est de 81,09%. Donc, c'est pour ça que je vous dis de travailler entre c'est-à-dire 70 et 80. Donc, ici, le ratio est de 81,09. Vous avez également, voilà, donc, vous allez trouver tout ce que, voilà, les données de votre panneau, 30, 300 watts, 68 unités, tout ce que vous voulez, vous l'avez ici. D'accord? euh, L'IMP, donc l'intensité d'entrée, c'est-à-dire ici, l'intensité d'entrée de sortie, pardon, la tension de sortie d'entrée 556 volts, donc elle est entre 200 et 950, c'est bon. Le courant d'entrée, il est de 33 ampères. Donc, vous avez tout ce que vous voulez ici. Toutes les données, ils sont ici. C'est-à-dire que ce rapport, voilà, ici, vous avez, c'est-à-dire le ratio de performance, voilà, la variation du ratio de performance de janvier jusqu'à décembre. Ici, vous avez la production, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'énergie produite par vos panneaux de janvier jusqu'à décembre. Voilà, vous avez ici votre irradiation, elle est là, ça c'est l'irradiation mensuelle. Vous avez la température, vous avez tout ce que vous voulez, d'accord, sur ce programme, et vous avez les pertes, toutes les pertes, hein, c'est-à-dire de votre système. Donc, ce rapport, bien sûr, vous pouvez le présenter, c'est-à-dire comme, comment dirais-je, un appui, hein, sur l'étude que vous allez faire. Et bien sûr, ce rapport, vous pouvez, voilà, je vais mettre ici sauver le document en PDF. Donc, je vais le mettre sous forme de PDF. Je vais lui donner un nom. Et puis après, je vais pouvoir vous l'envoyer si vous voulez, VCR. Donc, je vais mettre ici. Je vais mettre, par exemple, mon nom. Comme ça, on va le conserver. Et je vais vous l'envoyer après. D'accord? Enregistré. A été correctement sauvé, etc., etc. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais le chercher, le voilà. Le voilà, d'accord. Je vais le mettre sur mon bureau, comme ça, je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Voilà. Très bien. Donc voilà un peu, si vous voulez, comment est-ce que vous pouvez, d'accord, faire, comment dirais-je, un essai sur le logiciel PV System pour dimensionner une installation quelconque. Vous pouvez, par exemple, vous amuser à prendre une installation donnée, à faire les calculs, c'est-à-dire par manuel, et puis après passer sur le logiciel PV System pour essayer d'appuyer un peu ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce logiciel? Donc, tout le monde a compris comment est-ce qu'on peut, par exemple, travailler sur le PV System. Bien. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, donc nous allons voir la deuxième partie, c'est-à-dire que nous allons commencer le pompage solaire. Alors, le pompage solaire, bien sûr, on va commencer par une introduction au pompage solaire. Qu'est-ce que c'est que ce pompage solaire? Alors, comme vous voyez sur la photo ici, d'accord, c'est-à-dire, comment dirais-je, les équipements nécessaires pour le pompage solaire. Donc, vous avez bien sûr les panneaux photovoltaïques. Ces panneaux, bien sûr, c'est-à-dire, ils sont nécessaires pour tous les systèmes photovoltaïques. Vous avez ce qu'on appelle par c'est-à-dire le convertisseur variateur de vitesse, d'accord? C'est lui,
c'est-à-dire que c'est un convertisseur et en même temps, c'est un variateur de vitesse. C'est ce que vous voyez ici. D'accord? Il a deux rôles. Il va convertir le courant DC en courant AC et en même temps, il va faire varier, d'accord, la vitesse de votre pompe pour faire varier le débit. Nous allons voir par la suite l'intérêt de c'est-à-dire de ce variateur. Et vous avez bien sûr votre motopompe, hein, qui est donc ça, ce sont les paramètres, c'est-à-dire les organes principaux qui constituent un pompage solaire et votre réservoir, bien sûr, de stockage de l'eau, hein, que vous allez pomper. Alors, le pompage solaire, c'est une méthode qui utilise l'énergie solaire, d'accord, pour faire fonctionner des systèmes de pompage. Hein. Donc, cette technologie est particulièrement utile, d'accord, dans les zones isolées, c'est-à-dire les zones où vous n'avez pas d'électricité, hein, où vous avez besoin, c'est-à-dire de pomper de l'eau et vous n'avez pas d'électricité. À ce moment-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle par le pompage solaire. Donc, les zones rurales ou agricoles, par exemple, dont l'accès à l'électricité est limité ou bien inexistant. Vous pouvez avoir, c'est-à-dire de l'électricité dans cette région, mais c'est-à-dire elle est limitée ou bien vous voulez tout simplement économiser l'énergie électrique en installant un système de pompage. Alors, bien sûr, le pompage solaire, il s'appuie sur des panneaux photovoltaïques, hein, c'est ce que vous voyez ici, ce sont les panneaux photovoltaïques, pour capter la lumière, hein, du soleil. Alors, bien sûr, on dit très souvent, vous allez entendre parler pompage au fil du soleil. Pompage au fil du soleil. Au fil du soleil. Ça veut dire que vous allez avoir, c'est-à-dire le pompage, il va exister tant qu'il y a du soleil. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez commencer à pomper de 9 heures du matin, par exemple, jusqu'à 16 heures ou 17 heures. Hein, vous allez avoir un pompage. La nuit, vous n'allez pas avoir de pompage, donc c'est pour ça qu'on appelle pompage au fil du soleil. Alors, c'est-à-dire la convertir en énergie électrique, c'est-à-dire l'énergie lumineuse, convertir en énergie électrique et alimenter directement la pompe sans nécessiter la connexion au réseau électrique. Donc, c'est ça qui est important, hein, c'est-à-dire on n'a pas besoin de réseau électrique si on utilise, par exemple, un système de pompage au fil du soleil. Alors, ce système de pompage au fil du soleil, donc vous avez besoin de ces équipements. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser le pompage solaire? Économie d'énergie. Hein, par exemple, vous avez besoin uniquement d'économiser l'énergie électrique, c'est-à-dire que vous voulez économiser sur votre facture électrique, vous voulez passer au pompage solaire tout simplement. Donc, le pompage, il réduit la dépendance au combustible fossile ou à l'électricité, d'accord? Ce qui diminue, hein, les coûts de fonctionnement sur le long terme. C'est normal, hein, cette solution, elle est économique, hein, avec le temps, surtout si vous vous trouvez dans des régions où, c'est-à-dire vous avez des irradiations qui sont excellentes, où vous avez assez de lumière, hein, donc vous pouvez utiliser ce système de pompage solaire. Alors, écologique, bien sûr, la source d'énergie, donc c'est de l'énergie renouvelable, propre. On n'a pas besoin d'utiliser, c'est-à-dire l'énergie fossile. Donc, le pompage solaire, il contribue, hein, à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Fiabilité et autonomie, les systèmes de pompage solaire peuvent fonctionner de manière autonome, d'accord, ce qui est idéal pour des applications dans les zones éloignées, hein, souvent soumises à des pannes de courant ou sans accès à l'électricité. C'est ça son avantage, soit que vous ayez par exemple des pannes fréquentes d'électricité ou il n'y a pas d'électricité carrément, vous pouvez utiliser ce système de pompage solaire. Alors les applications, donc le pompage solaire, il est utilisé dans l'agriculture. Donc, très souvent, on utilise ça pour l'agriculture, donc l'irrigation des cultures, abreuvement du bétail, usage domestique. Hein, vous pouvez, par exemple, l'utiliser en usage domestique pour le nettoyage, l'alimentation en eau des villages, les communautés éloignées, etc. Donc, vous pouvez faire une alimentation c'est-à-dire en pompage solaire. En industrie, bien sûr, approvisionnement en eau pour certaines opérations industrielles pour le stockage. Par exemple, vous pouvez, si je prends le cas, par exemple, des usines de poissons, où ils ont besoin, c'est-à-dire, comment dirais-je, d'un transfert, hein, de poissons d'un endroit à un autre,
hein, donc, ils utilisent par exemple l'écoulement de l'eau depuis pour évacuer, d'accord, c'est-à-dire le poisson d'un point vers un autre point. Hein, donc, au lieu d'utiliser un système mécanique, donc ils utilisent de l'eau pour faire évacuer, hein, c'est-à-dire ces poissons et bien d'autres applications. Alors, la composition, bien sûr, du système de pompage, donc le panneau, c'est la première des choses, le panneau photovoltaïque qui capte l'énergie solaire et qui produisent de l'électricité. Alors ça, c'est le convertisseur variateur. C'est un onduleur variateur qui va convertir le courant DC en courant AC. C'est la première fonctionnalité importante de ce variateur de vitesse onduleur variateur. Et puis, c'est-à-dire, si vous voulez le commander, vous devez toujours dire onduleur variateur solaire. Il ne faut pas oublier de mentionner onduleur variateur solaire parce que vous avez des variateurs qui ne sont pas solaires, qui sont utilisés pour des applications industrielles tout court. Donc ici, bien sûr, ils optimisent la puissance entre les panneaux et la pompe en ajustant la vitesse de la pompe au débit adéquat. D'accord? On va voir par la suite, comment dirais-je, quels sont, pardon, quel est l'avantage de ce variateur de vitesse qui fait la liaison entre les panneaux, d'accord, il fait la liaison entre les panneaux et la pompe. Hein? On va voir par la suite que ce variateur, il va, en plus de convertir le courant DC en courant AC, il a, par exemple, la possibilité d'adapter la fréquence, c'est-à-dire d'entrer ici à la fréquence de vos panneaux, chose qui est importante pour pour que la pompe travaille dans les meilleures conditions. Alors, vous avez également la pompe, et cette pompe, c'est-à-dire, elle peut être une pompe de surface, comme elle peut être une pompe submersible, selon la profondeur, c'est-à-dire du forage que vous avez. Hein. La pompe de surface, normalement, elle est très souvent utilisée, c'est-à-dire, vous avez un puits et vous avez votre pompe qui aspire du puits, c'est-à-dire, comment dirais-je, d'un réservoir. La pompe de puits, normalement, vous avez votre forage et vous avez la pompe qui est à l'intérieur du forage et elle refoule l'eau de cette manière. Donc, on va voir par la suite, bien sûr, comment est-ce qu'on peut choisir l'une ou l'autre. Alors, le réservoir de stockage, il est optionnel, d'accord? C'est-à-dire que la pompe, elle va pouvoir refouler l'eau dans un réservoir de stockage. Donc, vous pouvez avoir un réservoir de stockage ou bien la pompe va envoyer directement, c'est-à-dire l'eau dans le champ. Donc, ça, il est optionnel, mais il est important, c'est-à-dire il est intéressant d'avoir ce réservoir parce qu'il va permettre à la pompe, d'accord, de travailler de manière beaucoup plus simple. Alors, les types de pompes dans le système de pompage solaire, comme j'ai dit, vous avez les pompes submersibles, d'accord? Ce sont les pompes qui sont, c'est ce genre de pompes submersibles, c'est-à-dire c'est des pompes c'est des pompes immergées que l'on installe à l'intérieur du forage. Hein, on appelle ça les pompes submersibles utilisées dans les forages profonds, d'accord? Et permettent le pompage d'un grand débit, hein, un grand débit, d'accord, à des hauteurs importantes. Hein, parce qu'on va voir que deux critères importants, hein, qui vont caractériser la pompe. Vous avez bien sûr le débit de la pompe et vous avez la hauteur manométrique qu'on appelle la HMT, d'accord? On va voir comment est-ce qu'on peut calculer cette HMT et comment est-ce qu'on peut déterminer le débit et les différents critères pour le choix de la pompe. Vous avez les pompes de surface, donc utilisées, par exemple, vous pouvez utiliser à la sortie de votre réservoir ici, donc vous allez envoyer l'eau qui vient, par exemple, d'un forage, vous l'envoyez dans un réservoir et à la sortie du réservoir, vous pouvez installer une pompe, d'accord, de surface pour irriguer le champ. Donc, les pompes de surface, voilà, c'est-à-dire comment elles se présentent. Vous avez un moteur électrique accouplé, d'accord, à la pompe. C'est une pompe centrifuge. Donc, les pompes de surface utilisées pour des sources d'eau peu profondes, c'est-à-dire que la profondeur maximale d'aspiration d'une pompe, hein, si je prends un réservoir, je mets une pompe de surface, normalement, cette hauteur de là jusque-là, normalement, elle ne doit pas dépasser 7 mètres. D'accord? Ça, c'est la hauteur d'aspiration maximale pour ces pompes de surface. Alors, les pompes de surface, ce sont des pompes centrifuges. C'est ce que vous voyez ici, ce sont des pompes centrifuges. Ils ont une turbine. Donc, voilà un peu, si vous voulez, pour une introduction sur le pompage solaire. Alors, nous allons voir, bien sûr,
surtout, c'est-à-dire les pompes, les différents types de pompes qui existent, d'accord? Ils sont importants. Alors, les types de pompes qui existent. Donc, comme on a dit tout à l'heure, nous avons les pompes centrifuges, c'est ce que vous voyez ici. Ces pompes centrifuges peuvent être monophasées, d'accord? Peuvent être monophasées, comme elles peuvent être triphasées. Hein? Donc, moi, je vous conseille toujours de travailler avec les pompes triphasées. Pourquoi? Parce que vous allez gagner sur le courant électrique, gagner sur l'intensité. Vous allez avoir un débit important, d'accord? Important. Et puis, vous allez avoir, bien sûr, des hauteurs manométriques qui sont importantes. Mais n'empêche, vous pouvez travailler avec les pompes monophasées. Hein? Ça aussi, il n'y a pas de problème. Donc, ces pompes, ce sont des pompes centrifuges, donc utilisées pour pomper de grandes quantités d'eau à des hauteurs modérées, c'est-à-dire la hauteur manométrique, elle est modérée. Elles sont destinées à remonter l'eau à des profondeurs et pressions faibles, d'accord? Ce n'est pas comme les pompes immergées, hein, qui ont des pressions et hauteurs manométriques qui sont élevées. Donc, elles nécessitent un amorçage avant démarrage. Hein. Donc, ici, votre bac, vous avez votre pompe. Automatiquement, la pompe, elle va aspirer d'une certaine hauteur ici. Ça veut dire que cette conduite doit être pleine d'eau. Hein. Ça veut dire que vous devez faire un amorçage de l'eau. C'est-à-dire que vous ne devez pas aspirer de l'air. Hein. On verra ça par la suite, ce qu'on appelle le problème de cavitation. Hein. Le problème de cavitation, c'est pour ça que vous devez aspirer l'eau. C'est-à-dire que la conduite doit être pleine d'eau et très souvent, nous allons mettre une crépine à l'entrée de la conduite et cette crépine c'est-à-dire contient également un clapet anti-retour qui empêche l'eau, d'accord, de revenir. Comme ça, vous allez préserver de l'eau dans cette conduite. Alors, les pompes immergées, d'accord, sont placées dans des puits, hein, dans le déforage. Donc, vous avez soit, pardon, oui, attendez. Il y a une question? Non? Donc, je disais que les pompes immergées, d'accord, ce sont ces pompes-là. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir la pompe avec le moteur, d'accord, c'est-à-dire la pompe accouplée avec le moteur. Ça, c'est un modèle. Vous pouvez avoir la pompe, d'accord, dans le forage, dans votre puits. Et puis, vous avez, c'est-à-dire une longueur de conduite. Et puis, vous avez des axes, d'accord, de transmission qui arrivent en haut, hein, avec un moteur électrique qui se trouve en surface. Hein, c'est-à-dire que la pompe, elle est dans le forage et le moteur, il est en surface. Ça aussi, c'est une éventualité. Ça vous évite le problème, c'est-à-dire sur les moteurs électriques, puisqu'ils se trouvent en surface. Par contre, quand vous avez le moteur accouplé à la pompe, vous devez assurer une bonne étanchéité, hein, pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans le moteur. Alors, les modes d'entraînement de ces pompes, bien sûr, on trouve des petites pompes qui ont, c'est-à-dire qui sont entraînées qui sont des moteurs à courant continu. Hein, c'est des petites pompes. À ce moment-là, si vous avez des moteurs à courant continu, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de convertisseur qui va convertir, c'est-à-dire le courant DC en courant AC, puisque déjà ils ont un moteur à courant continu. C'est des petites pompes qui peuvent travailler avec des tensions 12 volts, 24 ou 48 volts de très faible débit. Donc, c'est des pompes qu'on peut trouver, c'est-à-dire des pompes vide-cave, etc. Donc, c'est des petites pompes. Donc, il y a un problème d'étanchéité, d'accord? Et puis, il faut changer les balais assez fréquemment. Donc, ils ne sont pas très bien utilisés. Vous avez, c'est-à-dire l'utilisation des moteurs, c'est-à-dire des pompes avec moteur à courant continu qu'on appelle les brushless. Alors, ces moteurs à courant continu, ils ne contiennent pas de balai. C'est l'ancienne génération, si vous voulez. Voilà le genre de pompe, d'accord, avec moteur continu, à courant continu. C'est une ancienne génération. Cette ancienne génération, c'est des pompes qui sont très robustes. C'est des pompes qui, avec un débit qui est très important, mais le problème qu'il y a, c'est l'entretien de ces moteurs c'est-à-dire qui est difficile à entretenir. Et c'est pour ça que c'est-à-dire ces pompes ont été, comment dirais-je, remplacées par les moteurs à courant alternatifs qui existent actuellement. Donc, n'empêche que ces pompes, ils ont duré un bon moment et vous pouvez peut-être les trouver, hein,
ce qu'on appelle les pompes, c'est-à-dire les moteurs à courant continu brushless sans balai. Hein. Mais comme je viens de dire, les moteurs nécessitent un entretien, c'est-à-dire qui est important. Et ces pompes, bien sûr, ils sont livrés avec un convertisseur, c'est-à-dire un variateur, si vous voulez, un variateur de vitesse qui va adapter la vitesse de rotation du moteur à la vitesse de la pompe et qui va adapter, c'est-à-dire le fonctionnement en intensité et en tension c'est-à-dire de la pompe avec les panneaux. Alors, les avantages, bien sûr, faible puissance électrique, donc on peut atteindre des débits avec des faibles puissances électriques, c'est ça l'avantage, c'est-à-dire que si vous prenez un moteur à courant continu, brushless, par exemple, de 5 chevaux, d'accord, vous pouvez, par exemple, refouler, je donne un exemple, vous pouvez refouler, par exemple, 50 mètres cubes par heure. Par contre, si vous prenez un moteur, c'est-à-dire alternatif asynchrone, par exemple, de 5 chevaux, vous n'allez pouvoir refouler, par exemple, que 20 mètres cubes. C'est ça l'avantage de ces moteurs-là. Mais, comme je viens de dire, ils sont, c'est-à-dire, ils ont un entretien de moteur qui est très cher. Alors, les moteurs les plus utilisés actuellement, ce sont les moteurs à courant alternatif que vous connaissez tous, 380 ou 220 volts, tout dépend de ce que vous avez. Donc, voilà le type de moteur asynchrone qui est utilisé actuellement. Donc, ce moteur, il est, c'est-à-dire avec cette conception ou bien avec cette conception. Donc, les pompes immergées, ils ont des moteurs de cette conception. C'est des moteurs asynchrones également. Donc, c'est des moteurs asynchrones, d'accord? Donc, c'est la même chose que ces moteurs-là, seulement ceux-là, ils ont, c'est-à-dire conçus avec une certaine étanchéité plus importante que ces moteurs. Alors là, je vous donne juste à titre indicatif les puissances et tensions disponibles. Supposons par exemple, voilà, regardez ici, si vous travaillez avec une tension de 230 volts, hein, vous allez avoir des puissances qui arrivent jusqu'à 2,2 kW maximum. Voilà l'intensité, elle est de 15,5 ampères. Si je passe à 380 ou 400 volts, donc pour la même puissance, regardez ici la puissance de 2,2, ici j'étais à 15,5 et là je suis à 5,9 ampères. Donc vous voyez l'avantage, hein, de travailler avec du triphasé en 380. Vous allez réduire, d'accord, l'intensité d'une manière considérable. Donc là, vous voyez, je suis descendu de 15,5 à 5,9 ampères, chose qui est très importante. D'accord? Surtout si vous avez un jonglage entre l'énergie électrique et puis c'est-à-dire le photovoltaïque. Hein? Donc, pour économiser sur votre facture, vous devez bien sûr travailler en 380 et vous pouvez aller, d'accord, au-delà de 3, regardez, vous pouvez aller jusqu'à 30 kW et plus. Hein? Par contre, le monophasé, vous allez vous arrêter à 2,2 kW. Vous ne pouvez pas aller plus loin que 2,2 kW. En triphasé, vous pouvez aller jusqu'à 30 kW. Donc, je vous donne ici les intensités que vous allez pouvoir, c'est-à-dire que vous allez absorber. Alors ici, je prends 15,5 ampères. Je me trouve ici à 16,5. Regardez, ici, c'est un moteur de 7, c'est une puissance de 7,5 kW pour atteindre, hein, cet ampérage. Alors qu'ici, elle n'est que de 2,2 kW. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut choisir, si vous voulez, hein, c'est-à-dire les types de pompes que vous avez. Hein. Voilà un peu les types de pompes que vous avez. Alors, est-ce qu'il y a des questions, d'accord, sur ce qu'on vient de voir? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir? Ou bien c'est clair? Bien. Alors, nous allons voir maintenant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut choisir, c'est-à-dire notre pompe. Quels sont les critères pour choisir notre pompe? D'accord? C'est ça ce que nous allons voir tout de suite, c'est-à-dire le choix d'une pompe. Alors, bien sûr, le pompage solaire, comme l'installation off-grid, comme l'installation on-grid, on va devoir, c'est-à-dire faire un calcul pour déterminer, bien sûr, la pompe et pour la puissance de la pompe, pour déterminer la puissance de notre variateur de vitesse, pour dimensionner
nos panneaux également. Donc, c'est une installation qu'on va devoir configurer en totalité. Alors, la première des choses, bien sûr, qui est importante dans toute installation de pompage solaire, c'est la pompe. Hein. C'est-à-dire, la première des choses, c'est déterminer la puissance de la pompe. Hein. Quelle est la puissance de la pompe que je vais utiliser? La puissance de la pompe à utiliser. C'est ça la première, c'est-à-dire chose à déterminer. Quelle est la puissance de la pompe à utiliser? Alors, pour pouvoir déterminer, c'est-à-dire la pompe dont on a besoin, déterminer la puissance de la pompe, cette puissance, elle va dépendre du débit de la pompe, hein, c'est-à-dire quel débit je vais devoir pomper, hein, c'est-à-dire quelle quantité d'eau en mètres cubes dont j'ai besoin, hein, donc cette quantité en mètres cubes, bien sûr, par heure ou par jour, hein, va définir, si vous voulez, la puissance de ma pompe et quelle est la pression de refoulement, d'accord, de la pompe, ce qu'on appelle par la HMT. Alors, pour visualiser un peu cette HMT, vous avez votre pompe, vous avez ici l'aspiration, d'accord, vous avez ici le refoulement et vous avez une certaine delta P, d'accord, qu'on appelle une certaine delta P, d'accord, entre l'aspiration et le refoulement. Alors, cette delta P, bien sûr, c'est la différence de pression qui existe entre le refoulement et l'aspiration. Cette différence de pression, hein, va constituer, si vous voulez, la hauteur manométrique, d'accord, de la pompe. Elle va devoir refouler à une certaine hauteur. Si je prends par exemple la liaison, la relation qui existe entre la hauteur manométrique et la pression, si par exemple j'ai 10 mètres, je veux refouler l'eau par exemple à une longueur de 10 mètres. D'accord? À une longueur de 10 mètres, ça correspond à 1 bar. Ça veut dire, hein, chaque 10 mètres correspond à 1 bar. Hein, si vous avez par exemple 20 mètres, ça correspond à 2 bars. Et ainsi de suite. Hein. Alors, bien sûr, il y a, comment dirais-je, je vais devoir travailler en hauteur parce que je n'ai pas uniquement, c'est-à-dire un refoulement qui est horizontal, mais j'ai également un refoulement qui est vertical. Donc, c'est la hauteur HG qu'on appelle la hauteur géométrique. Et cette hauteur géométrique, bien sûr, va également, c'est-à-dire on va en tenir compte également pour déterminer la hauteur manométrique totale. Alors, tout cela, on va le voir, hein, comment est-ce on va faire des exercices, bien sûr, sur la détermination de la hauteur manométrique dont on a besoin. On va la déterminer en fonction des pertes de charge, etc. Donc, tout cela, on va le déterminer. Alors, le débit de la pompe. On commence par le débit de la pompe. Alors, le débit de la pompe, on doit voir quel est le besoin en eau. C'est ça ce qui est important. C'est-à-dire que si vous voulez faire une irrigation, par exemple, vous allez voir quelle est la superficie ou bien la zone à irriguer en mètres carrés ou bien en hectares. Hein, c'est-à-dire c'est une étude que vous allez faire. Vous avez un champ avec une certaine superficie, donc vous devez déterminer cette superficie, vous devez déterminer, c'est-à-dire la zone à irriguer. Vous devez déterminer la quantité d'eau par hectare et qui dépend du type de la culture, parce que si vous faites la tomate, d'accord, ce n'est pas comme si vous faites, par exemple, les pommes de terre, les bananes, etc. Donc, tout cela, vous devez connaître quelle est la quantité d'eau par mètre carré ou par hectare, d'accord, pour un champ donné, hein, c'est-à-dire le besoin, c'est-à-dire qu'il vous faut pour irriguer, hein, un hectare de tomates ou bien un hectare de pommes de terre, etc. Donc, il faut faire ça en litres par mètre carré ou bien par jour. Il faut calculer bien sûr le volume total en fonction de la superficie. Alors, ce volume total, comment est-ce que vous allez le calculer? C'est la superficie que vous avez, d'accord, multiplié par le besoin d'eau dont vous avez besoin et divisé par 1000, bien sûr, pour avoir 10 litres par mètre carré. D'accord? Mètres cubes, pardon, pour avoir les mètres cubes par jour. Parce que vous allez, par exemple, vous avez tant de litres par mètre carré par jour, vous devez déterminer le volume en mètres cubes par jour. Donc, voilà la formule, comment vous allez faire pour calculer, d'accord, cette superficie. Et le 1000 que vous avez ici n'est rien d'autre que vous allez avoir, par exemple, 1000 litres, d'accord, que vous divisez par 1000 pour avoir un mètre cube. D'accord?
Alors, le débit nécessaire, bien sûr, donc le temps d'irrigation par jour, déterminer le nombre d'heures par jour de fonctionnement de la pompe et calculer le débit. Donc, voilà comment vous allez calculer le débit. Hein, en mètres cubes par heure, ça va être le volume que nous avons trouvé ici, d'accord, ce volume total que vous avez déterminé en premier lieu, d'accord. Alors, ce volume, bien sûr, vous allez le diviser par le temps d'irrigation, hein, en heures. Vous allez estimer, par exemple, je vais irriguer pendant 6 heures. Je vais irriguer pendant 5 heures. Donc, vous devez définir ce temps d'irrigation. Hein? Et ce temps d'irrigation, très souvent, il va dépendre c'est-à-dire de l'ensoleillement. Est-ce que vous avez, c'est-à-dire, il va tenir compte également de l'irradiation journalière que vous avez. Alors, c'est avec ça que vous allez déterminer le débit, hein, dont vous avez besoin en mètres cubes par heure, qui va constituer le débit de votre pompe. Ça, c'est le débit de la pompe. Hein? Donc, le débit de la pompe, vous devez calculer le volume d'eau nécessaire. Ce volume d'eau nécessaire va dépendre, bien sûr, de la zone à irriguer, de la nature, hein, c'est-à-dire de la récolte que vous allez faire. Tout cela, c'est une enquête à faire auprès de l'agriculteur qui va vous donner ces données. Une fois que vous avez votre volume, d'accord, en mètres cubes par jour, vous connaissez le temps d'irrigation, vous allez pouvoir déterminer le débit de votre pompe en mètres cubes par heure. Une fois que vous avez déterminé le débit, on a dit qu'on a besoin, bien sûr, de la pression de refoulement de la pompe, qui n'est rien d'autre que la HMT. Hein, quand vous entendez parler de HMT ou bien hauteur manométrique, c'est une pression. C'est la pression de refoulement de votre pompe. Alors, cette HMT, bien sûr, comment est-ce que vous allez la déterminer? Donc, c'est la différence de pression en mètres de colonne d'eau. Donc, la HMT, d'accord, elle est en mètres de colonne d'eau. D'accord? Et comme je viens de dire, 10 mètres de colonne d'eau donne un bar. Et ainsi de suite. Si vous avez 100 mètres de colonne d'eau, ça correspond à 10 bars. Et ainsi de suite. D'accord? Hein, on verra tout cela en détail. Alors, voilà un exemple. Voilà un réservoir. Voilà votre pompe. Elle est dans un forage. Ici, dans un forage, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez le vide. Le vide que vous avez ici, on l'appelle le niveau dynamique. Le vide, on l'appelle le niveau dynamique. Pardon, statique, le niveau statique. C'est le niveau statique. D'accord? C'est le vide. C'est-à-dire, si je prends mon forage, je vais vous expliquer ça. Voilà le niveau, c'est-à-dire le niveau stable. Hein? Voilà le sol. Quand vous observez ici, vous jetez un coup d'œil dans le forage, vous allez trouver l'eau, vous allez apercevoir l'eau qui est stable. Alors, cette distance de là jusque là, on l'appelle le niveau statique. C'est-à-dire, le niveau initial, l'eau ne bouge pas. Ensuite, quand vous avez, c'est-à-dire, vous avez normalement une nappe. D'accord? La nappe, normalement, elle est, c'est-à-dire, elle fait comme ça, c'est-à-dire, elle est là. Hein? Donc, cette nappe, par exemple, voilà. Hein? Quand vous allez aspirer l'eau, et le refouler, qu'est-ce qui va se passer? La pompe va aspirer l'eau, d'accord, jusqu'à ce niveau-là, le niveau de la nappe. C'est-à-dire, elle va aspirer l'eau, d'accord, et de là jusque-là, vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle par le rabattement. Ça, c'est le rabattement. Alors, qu'est-ce que c'est que le rabattement? C'est le niveau d'eau aspiré par la pompe. Hein, c'est la quantité d'eau aspirée par la pompe. Et la distance du sol à ce niveau-là, ce qu'on appelle par le niveau dynamique. D'accord? Donc, vous voyez ici, voilà le niveau dynamique du sol jusque-là. Ça, c'est le rabattement. D'accord? C'est la quantité d'eau qui a été aspirée par la pompe. Hein? Et cette quantité d'eau aspirée par la pompe, bien sûr, elle dépend de la nappe, elle dépend de la quantité d'eau, c'est-à-dire existante. Il ne faut pas que vous ayez une pompe qui aspire beaucoup plus qu'il ne faut, sinon vous allez avoir un rabattement qui va être très important et vous allez vous risquer, c'est-à-dire que votre pompe ne soit plus immergée dans l'eau. Donc tout ça, c'est des calculs à faire. D'accord? Donc voilà votre niveau dynamique, voilà votre niveau statique. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer cette hauteur manométrique? Alors, la hauteur manométrique, normalement, c'est le niveau dynamique, d'accord, c'est cette distance de là jusque là,
plus la hauteur de refoulement, c'est-à-dire tout ce qui est vertical. Vous allez prendre toutes les côtes verticales. Alors, qu'est-ce que j'ai comme côte verticale? Du niveau, c'est-à-dire de la partie stable du rabattement jusqu'au sol, ce que j'appelle par le niveau dynamique. Ensuite, je prends la hauteur de refoulement, c'est-à-dire qui va correspondre à la hauteur de mon réservoir, c'est-à-dire du sol jusqu'au niveau haut de mon réservoir, et auquel je vais ajouter ce qu'on appelle par les pertes de charge singulières et les pertes de charge, c'est-à-dire linéaires, d'accord? Donc, les pertes de charge linéaires dépendent, c'est-à-dire de la longueur de la conduite, d'accord, du diamètre de la conduite, et les pertes de charge singulières dépendent du coude, d'accord, qui existe sur la conduite, des manchons, des vannes, etc. D'accord? Plus ce qu'on appelle par la pression résiduelle. Cette pression résiduelle, soit que vous allez avoir une pression atmosphérique ici à l'entrée, donc vous n'allez pas avoir de pression résiduelle, ou bien vous avez un réservoir qui est fermé. À ce moment-là, vous devez rentrer ici avec une certaine pression, d'accord, qui va vaincre un peu la pression qu'il y a dans votre réservoir. C'est ce qu'on appelle par la pression résiduelle. Alors, on fera des exercices sur tout cela. Alors, les pertes de charge, bien sûr, comme je viens de dire, vous avez des pertes de charge linéaires et vous avez des pertes de charge singulières. Alors, les pertes de charge, bien sûr, dépendent du débit de la pompe. Plus le débit il est important, parce que qu'est-ce que c'est que ces pertes de charge linéaires? C'est le frottement de l'eau, d'accord, sur la paroi interne de votre conduite. Hein? Quand vous allez refouler l'eau avec une certaine vitesse, cette eau, bien sûr, va venir frotter, d'accord, sur les parois, et ce frottement va dépendre, bien sûr, de la rugosité de votre conduite. Hein? Donc, tout cela va constituer ce qu'on appelle par, c'est-à-dire les pertes de charge linéaires. Et ça va dépendre également de la longueur de la conduite. Donc, ça va dépendre du diamètre de la conduite, ça va dépendre de la vitesse, hein, de refoulement, et ça va dépendre, bien sûr, de la longueur de la conduite, et ça va dépendre de la rugosité, d'accord, de ma conduite. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle par les pertes de charge singulières qui vont dépendre des coudes, des vannes, des raccords. Hein? C'est-à-dire c'est-à-dire les accidents qui peuvent être des accidents de parcours sur la conduite. Hein? Vous avez une conduite qui fait comme ça, qui fait comme ça, qui fait comme ça. Donc là, vous avez un accident, Donc tous les accidents, d'accord, sur la conduite représentent ce qu'on appelle par les pertes de charge singulières. Alors ici, vous avez trouvé des tableaux, par exemple, qui vous donnent un peu, c'est-à-dire, bien sûr, ces pertes de charge peuvent être, c'est-à-dire définies par calcul, comme elles peuvent être définies par des tableaux. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut définir ces pertes de charge par calcul, comment est-ce qu'on peut définir ces pertes de charge sur un tableau. Je prends un exemple, voilà, ici sur le tableau, vous avez les débits en mètres cubes par heure. Ici, ce tableau va vous donner les pertes de charge linéaires, c'est ce que vous allez trouver très souvent. Ici, vous avez, par exemple, les diamètres de la tuyauterie. Donc, pour un débit, par exemple, de 2 mètres cubes, hein, par heure, le diamètre préconisé, hein, par exemple, ici, de 25 mm, ici, 32 mm, mais on passe, c'est-à-dire en blanc, hein, donc tout ce qui est, c'est-à-dire vous devez toujours prendre la partie, c'est-à-dire qui n'est pas noire. Hein, la partie noire, ça veut dire que vous allez avoir des pertes de charge qui sont très élevées. Et ici, bien sûr, ces valeurs-là, ce sont les valeurs de perte de charge linéaire. D'accord? Par exemple, je prends un exemple, débit de 2 mètres cubes par heure, voilà, 2 mètres cubes par heure, diamètre de la conduite 32 mm, donc je passe, c'est-à-dire je dépasse les parties, c'est-à-dire qui sont sombres, donc je vais voir les parties en blanc. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 9 cm par mètre. Hein. Ça, ce sont des centimètres. On me dit j'ai 9 cm par mètre. Donc, si je multiplie pour 100 mètres, je vais avoir 9 mètres pour chaque 100 mètres. Donc, ici, on vous donne des centimètres par mètre. On peut vous donner des mètres par 100 mètres. Donc, tout vous devez voir, c'est-à-dire le tableau, hein, les valeurs qui sont ici, ils sont donnés, c'est-à-dire avec quelle unité. Ça, d'une manière, c'est-à-dire, si vous prenez par exemple un diamètre de 25, au lieu de prendre un diamètre de 32, vous allez vous retrouver avec 33 cm par mètre. Donc, vous voyez que cette zone, d'accord, même si vous prenez par exemple ici 4 mètres cubes,
vous prenez 32 qui se situent dans cette zone, hein, vous allez avoir 32 cm par mètre. Si vous allez au diamètre 40, vous allez descendre à 7,6 cm par mètre. Donc, vous voyez que le diamètre de la conduite, il est très important. Là, pour les pertes de charge singulières, comme j'ai dit, qui dépendent des accidents, des coups de grands rayons, petits rayons, etc. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on peut déterminer ces pertes de charge, c'est-à-dire singulières par calcul, comment est-ce qu'on peut les calculer, d'accord, parce qu'ils dépendent d'un facteur qu'on appelle le facteur K, et ce facteur K que nous allons déterminer, c'est-à-dire dans des tableaux. Donc, on va voir ça en détail par la suite. Donc, important, on mesure la HMT en mètres de colonne d'eau. 10 mètres de colonne d'eau sont équivalents à une pression de 1 bar. Donc, voilà, si vous voulez, pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir? Bien sûr, on va faire des exercices sur tout cela, d'accord? Donc, je vais vous envoyer des exercices sur comment déterminer le débit de la pompe, comment déterminer la hauteur manométrique. Tout ça, nous allons le voir en détail, d'accord, par la suite. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Tout est clair? Bien, alors si tout est clair, s'il n'y a pas de questions, donc comme je viens de dire, je vais vous envoyer des exercices, d'accord? Alors j'essaie, ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va essayer de terminer avec le pompage solaire, comme ça il va nous rester 2 semaines. Les 2 semaines qui vont nous rester, nous allons faire uniquement des exercices, d'accord? On va faire des exercices sur l'installation off-grid, on va faire des exercices sur l'installation on-grid, et sur l'installation de pompage. Alors, les exercices que je vous ai envoyés la dernière fois, on va les corriger la prochaine fois. D'accord? En plus, des exercices que je vais vous envoyer pour, c'est-à-dire des déterminations du débit et de la hauteur manométrique. Donc, la prochaine fois, nous allons faire, c'est-à-dire la correction de ces exercices. C'est bon? Donc, voilà. C'est bon, merci. Il n'y a pas de beaucoup. Je vous remercie. Donc, j'espère que vous avez compris. D'accord? Comme je viens de dire, on va faire des exercices sur le pompage solaire. Nous allons, c'est-à-dire continuer sur le pompage solaire jusqu'à ce qu'on arrive à déterminer le nombre de panneaux, tout ce qu'il faut pour le pompage solaire. Comme ça, vous allez être capable de déterminer une installation de pompage solaire sans problème. Donc, voilà, je tiens à vous remercier. D'accord? Et puis, bon, on va se voir le mardi. Donc, ça va être à l'heure habituelle, c'est-à-dire à partir de 18 h, d'accord, comme auparavant. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à achèvement, d'accord, de ce programme. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se verra, d'accord, le mardi, Inch'Allah.